Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce ciné-débat organisé par le festival Cinema for Change, un festival dont la 11e édition se déroule du 5 au 10 avril au cinéma Le Grand Rex et au Pâté Opéra à Paris. À cette occasion, des courts-métrages et des tables rondes sont diffusés gratuitement sur Dailymotion et YouTube. Pour découvrir le programme, je vous invite à consulter le site de Cinema for Change, cinemaforchange.org. En ce qui me concerne, je suis ravi de vous présenter ce ciné-débat autour du thème de la transition écologique et des nouveaux récits. Je m'appelle Laurent Esposito et je travaille sur ces sujets passionnants au sein de la société Imagine 2050. Dans cette table ronde, nous allons voir quel rôle peuvent jouer les leaders culturels, autrement dit les auteurs, les réalisateurs, les artistes, les journalistes aussi, pour réenchanter nos imaginaires, du moins on l'espère, et nous guider vers la lumière dans un contexte plutôt anxiogène dans l'actualité avec des crises écologiques et sociales. Je suis accompagné pour ce débat de 3 invités de choix. On va pouvoir discuter ensemble de ce thème et je vais vous les présenter un par un. Je vais demander à chacun de se présenter en 2 mots. On va commencer par Caroline. Quelques mots pour décrire ce que tu fais chez Spark News. Bonjour, effectivement, moi je manage les programmes, culture chez Spark News. Donc chez Spark News, ça fait à peu près 10 ans qu'on porte les récits de la transition, écologique et sociale pour, en faire parler de ces sujets de façon, inspirante et on travaille pour ça avec différents, publics, les médias, les entreprises et depuis 2 ans, on travaille donc avec le secteur culturel, les artistes pour sensibiliser, tous ces créateurs à ces enjeux et leur donner, envie de créer des œuvres qui vont, toucher ensuite le grand public, par le prisme évidemment de l'émotion, mais on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Tout à fait. Bon, avec le tutoiement, c'est vrai que j'ai oublié de donner ton patronyme, c'est Caroline de Chanterac. C'est ça. Deuxième invité, Paloma Moritz, qui aurait pu animer cette table ronde avec brio, elle aussi. Paloma, tu es journaliste. Oui, je suis journaliste, responsable du pôle écologie du média indépendant Blast qui existe depuis maintenant 1 an. On a, un site internet, une chaîne YouTube et tous les vendredis, je sors, une vidéo pour décrypter, les grands enjeux, autour de, l'urgence écologique, que ce soit des entretiens, des vidéos, de décryptage et mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que, cette urgence-là soit, au cœur, du débat public et à côté de ça, on va en parler un petit peu aujourd'hui, je suis aussi, conférencière bientôt pour une conférence qu'on a imaginée avec Imagine 2050 qui s'appelle Horizon Prospectif. Voilà. Merci Paloma. Et dernier invité, donc c'est Gilles Dufraisse. Gilles, toi, tu es producteur de documentaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais? Oui, bonjour, moi je suis producteur de documentaires avec les sociétés Infocus et Boréal. Et moi je travaille essentiellement sur des films qui traitent de près ou de loin de la crise écologique contemporaine, avec des approches qui peuvent être assez différentes, qui peuvent aller du film de lutte jusqu'à des films beaucoup plus grand public sur la biodiversité et la nature. Mais je pense que j'aurai le temps pour en parler un peu plus tout à l'heure. Oui, tu auras tout le temps nécessaire pour pouvoir développer et puis parler aussi de ton actualité parce qu'il y a des belles choses qui arrivent bientôt sur nos écrans, donc pas seulement au cinéma. Merci à tous les trois. Les présentations étant faites, je vous propose de démarrer ce ciné-débat par un film, un court-métrage de 4 minutes, sélectionné par l'équipe du festival Cinema for Change. Son titre, 3 Seconds, du réalisateur américain Spencer Sharp. On se retrouve dans quelques minutes pour en parler. Bon film. C'était le film 3 Seconds du réalisateur américain Spencer Sharp qui nous interpelle à travers l'écran à la fin d'ailleurs, si vous l'avez remarqué. On va donc demander à nos 3 invités de réagir à chaud, en quelque sorte, sur ce film qui a été sélectionné dans le cadre du festival Cinema for Change. Caroline, le film parle des 3 dernières secondes de la vie sur Terre depuis que la planète existe, 4,5 milliards d'années, si on ramène ça à des proportions d'une journée de 24 heures pour la planète. Qu'est-ce que ça induit en toi? Comment tu réagis? Bah, je pense que c'est un film qui peut laisser personne indifférent. Il est très fort, cinématographiquement déjà avec cette voix qui nous prend, qui nous lâche pas pendant 4 minutes. Je pense qu'il passe un nombre de messages assez incalculable,
Du coup, avec la rapidité de son flow, un peu comme un rappeur ou un slammer. Il y a un côté très artistique, je trouve, dans cette vidéo, au-delà de toutes les informations, scientifiques qui sont partagées et qui sont forcément, un peu angoissantes et anxiogènes, qui sont pas non plus nouvelles, hein, quand on est un peu, au courant de ces sujets, mais qui ont le mérite d'être posées, je trouve, dans un cadre assez, inédit. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Et qu'est-ce que ça m'évoque? Forcément, ça fait peur, forcément, c'est un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre et forcément, on se sent coupable. C'est d'ailleurs un peu le but de la vidéo, de nous faire culpabiliser. Maintenant, comme il le dit à la fin, tout repose sur nous. Donc, on est, autant, responsable de tout ce désastre que de tout ce qui arrive et je crois que les artistes, vraiment participent du coup à cette prise de conscience. Ils peuvent autant nous émerveiller, quand on voit les très belles images que, nous alerter du coup sur la situation et pour moi la vidéo est un parfait, combo de tout ça. Merci Caroline. Gilles, qu'en as-tu pensé? Ouais, hein, j'ai eu un petit problème de connexion. Ouais, je trouve que le film est puissant. Moi, ça m'a laissé, avec une impression de vertige. Après, la question quand on évoque ce genre de phénomène, extrêmement large, c'est sujet qui dépasse, le commun des mortels et le destin des individus. On peut toujours se demander si l'effet que ça produit, c'est et l'accumulation de ces images et de ces faits, ça produit pas un effet, ou un sentiment d'impuissance chez les gens et la difficulté, je trouve, avec ce genre avec ces messages, c'est comment est-ce qu'on on remet les gens dans un sentiment de capacité d'action et de pouvoir d'agir et et ça, c'est peut-être le rôle d'autres contenus, d'autres films, d'autres récits, mais c'est pas ce que fait ce film-là, en tout cas. Merci pour cette réaction à chaud. Paloma, qu'en as-tu pensé? Bah, oui, la réalisation, je suis d'accord avec Caroline, la réalisation est très belle, et ça a le mérite de résumer quand même assez bien, le problème dans lequel on est. C'est le fait de reprendre, l'ordre de grandeur d'une journée et de dire: «Bah, voilà, en 3 secondes, l'humanité», ça rappelle aussi tout ce que nous dit le rapport du GIEC, enfin le 6e volet du rapport du GIEC, notamment celui du groupe 1, qui explique qu'en fait, les modifications, des activités humaines et économiques sur la planète sont sans précédent. Et que c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est fait qui est complètement vertigineuse. Je pense que ça montre bien l'état d'absurde, en fait, le sentiment d'absurdité qu'on peut avoir par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui et cette sensation de marcher sur la tête. Après, moi, j'ai un peu du mal avec, de plus en plus avec cette démarche un peu it's us, un peu culpabilisante dans le sens où, en fait, on sait aujourd'hui qui sont les plus grands responsables du dérèglement climatique et ce sont quand même principalement l'inaction climatique des pouvoirs politiques et notamment les activités des grandes multinationales et notamment les multinationales des énergies fossiles. Donc il ne faut pas non plus se tromper de combat et je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est peut-être un peu plus développer à la fin cette idée de il faut changer notre société, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, mais le fait de dire c'est nous, c'est nous, c'est nous, oui, chaque citoyen, chaque citoyenne doit absolument prendre conscience de l'urgence dans laquelle on est, mais pas forcément s'auto-flageller parce que ce n'est pas de notre faute, nous on subit ça et on essaie de le vivre comme on peut, je pense. Voilà. Merci pour cette réaction à chaud et qui est parfaite pour enchaîner sur le débat en lui-même. Paloma, je voudrais qu'on continue avec toi. On vit une période particulière. Depuis des années, les alertes des scientifiques sur la crise climatique et sur l'effondrement de la biodiversité se multiplient. On sait que nous devons bâtir une société plus sobre énergétiquement, plus respectueuse du vivant. On est en pleine élection présidentielle en France, mais en même temps, on a l'impression que ce débat-là, il n'a pas lieu dans l'espace médiatique et même dans le débat public, que les candidates à la présidentielle s'en éparent pas vraiment. Alors certes, il y a une guerre en ce moment en Ukraine qui engendre une crise énergétique, mais néanmoins, on a l'impression que tous ces sujets, climat, biodiversité, justice sociale, qui est intimement lié, restent sous le radar. Toi qui es journaliste, que se passe-t-il dans les médias, en tout cas ceux que tu connais, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette transition écologique soit enfin prise au sérieux?
Tant de choses. Non, mais c'est extrêmement alarmant ce qu'il se passe en ce moment. J'évoquais un peu plus tôt le 6e rapport du GIEC. Les 2 premiers volets sont sortis, le 3e sort en ce moment. Et en fait, en réalité, ces rapports-là, ce sont des rapports scientifiques qui sont parmi les plus importants de notre époque, de notre siècle, et qui nous disent que la situation est dramatique, mais qu'on peut encore éviter le chaos, en quelque sorte, et qu'il nous reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour agir. Donc en fait, rationnellement, si on écoutait ces rapports-là, ça devrait être branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, et en fait, finalement, cette urgence écologique devrait faire l'objet de tous les débats. Et on devrait appréhender tous les sujets à l'aune de l'urgence écologique et non pas considérer que l'écologie est une rubrique parmi d'autres, que ce soit d'ailleurs au niveau du pouvoir politique qu'au niveau des médias. Malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, on pense beaucoup trop au silo et on n'est pas il n'y a pas encore eu ce changement intellectuel qui a été fait, ce changement de logiciel pour vraiment adopter d'autres lunettes sur le monde et arriver aussi à envisager l'avenir de façon un peu différente. Et ça, ce sont en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les blocages à la transition. C'est des blocages systémiques qu'on peut dépasser, je pense, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de médias indépendants qui parlent sérieusement de l'urgence écologique. Il y a aussi des grands médias qui le font, comme par exemple Le Monde avec Audrey Garrick ou Stéphane Foucard, etc. Enfin, voilà. Mais clairement, les grands médias ne parlent pas du tout assez de ces questions. Souvent, on parle mal. Donc, il y a la question quantitative et la question qualitative. Et n'accordent pas l'importance qu'ils devraient accorder en fait à tous ces sujets-là, et notamment, puisque c'est dans l'actualité, au rapport du GIEC en pleine campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est une aubaine pour aller interroger les candidats à l'élection présidentielle en leur demandant, bah voilà, les rapports du GIEC disent ça, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les Françaises, les Français ne vivent pas aussi violemment les conséquences du dérèglement climatique pour assurer notre indépendance énergétique, notre souveraineté alimentaire, etc., qui sont d'ailleurs en lien avec la guerre en Ukraine. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que justement dans le 2e volet du 6e rapport du GIEC, les scientifiques du GIEC parlent des médias et disent que les médias traditionnels, en fait, ils encadrent, ils transmettent les informations sur le changement climatique et qu'ils ont donc un rôle crucial à jouer dans la perception qu'en a le public, sa compréhension et sa volonté d'agir. Donc à partir de là, eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est former absolument tous les journalistes à la question de l'urgence écologique, mais aussi au sein du pouvoir. C'est-à-dire que quand on voit les études d'opinion qui sont faites, même par rapport aux parlementaires, etc., on voit bien qu'en fait, parfois, ce sont les citoyens qui s'y connaissent mieux sur l'urgence écologique que les parlementaires qui sont censés légiférer sur ces questions. Donc, on a vraiment un problème par rapport à ça. Il y a une question de connaissance. Et après, il y a une autre question, et je pense qu'on en parlera plus tard, qui est de comment est-ce qu'on se projette autrement dans l'avenir, qui n'est pas donc du coup un avenir catastrophiste. Et voilà, et là aujourd'hui, on est un peu face à ce dilemme de l'écologie ou la mort. Donc, on a plutôt envie de choisir l'écologie. Et maintenant, c'est de se dire à quoi ça va ressembler si on choisit l'écologie et de voir qu'en fait, nos vies vont être bien meilleures avec l'écologie et la sobriété et la transition écologique que sans. Absolument. Donc, tu as eu la chance, je crois, il y a quelques semaines, il y a un mois avant la présidentielle, d'interviewer sur la plateforme Twitch 6 des candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que tu as le sentiment que ces hommes et femmes politiques que tu as rencontrés, que tu as interviewés justement sur la thématique de l'écologie, avaient bien perçu la nature des enjeux, avaient des ordres de grandeur assez clairs en tête, et surtout que côté solution, ils avaient bien perçu la complexité de la mise en œuvre? Oui, alors en effet, j'ai eu la chance de co-animer le débat du siècle avec Jean Massier, qui était organisé par les organisations de l'affaire du siècle. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le replay sur Blast. Ça s'appelle Les candidats face à l'urgence écologique. Et non, en réalité, moi, j'ai été extrêmement déçue par la plupart des candidats parce que mon but, c'était vraiment d'essayer de à la fois les questionner sur leur vision de l'avenir, donc de dire, voilà, projetez-nous à la fin de votre quinquennat, en quoi nos vies seront différentes, en quoi est-ce que, par exemple, la qualité de l'air sera meilleure, notre alimentation sera meilleure, enfin, que des sujets qui touchent en fait directement les Français aujourd'hui, même sur les questions de précarité énergétique. Je veux dire, en 2021, il y a un Français sur 5 qui a eu froid dans son logement et qui en a souffert. Toutes ces conséquences, enfin voilà, finalement, l'urgence écologique, elle est au cœur de nos vies, on ne le perçoit pas forcément tous les jours. Et donc, j'ai essayé vraiment de les questionner là-dessus et ils essayaient, en fait, ils étaient incapables de répondre. Ils étaient incapables de donner une vision de l'avenir qui donne envie. Bon, pour certains, ils ont aussi une compréhension du problème qui est très parcellaire parce que
y a certains candidats, notamment plutôt de droite, qui peuvent avoir une vision très, en gros, centrée que sur l'énergie, sur la question écologique, alors que voilà, l'énergie n'est que un aspect des thématiques de l'urgence écologique. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, en fait, tant qu'on n'a pas cette vision systémique et cette idée que c'est tous les secteurs de la société qu'il va falloir transformer pour à la fois réduire nos émissions, mais aussi s'adapter aux chocs à venir, ben, on ne peut pas s'en sortir. Et malheureusement, aujourd'hui, selon la plupart des comparateurs de programmes, il y a à peu près que 2 candidats qui sont au niveau, et encore pas tout à fait, selon certains comparateurs, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Et c'est vrai que la plupart des autres candidats voilà, se perdent un peu dans des questions techniques, mais sont incapables de dérouler une vision de l'avenir qui donne envie. Et je pense pour beaucoup n'ont pas encore tout à fait conscience des enjeux et de leur complexité. Pour rester sur le front de l'information, Gilles, toi tu produis des documentaires. Comment tu t'y prends pour essayer d'éclairer les consciences sur les crises écologiques et sociales, et puis essayer de faire advenir des changements dans la société globalement avec tes contenus? Ouais, bah, je peux vous parler d'une une série documentaire que je produis depuis 3 ans qui s'appelle, «Méditerranée, l'Odyssée pour la vie», qui va sortir sur France 2 au mois d'avril. Et là, donc c'est une série très grand public sur, le vivant en Méditerranée. Et en gros, dans la série, on essaye de répondre à travers, plusieurs personnages, plusieurs exemples, à la question, qu'est-ce que c'est d'être un être vivant, en Méditerranée? Que ce soit qu'on soit, une plante, une tortue, un hippocampe. Et en fait, tout le parti pris de la série, c'est de faire passer des grands messages sur la conservation du vivant, sur la relation entre les humains et les non-humains en Méditerranée, mais non pas à travers, des grands messages, qui pourraient passer pour culpabilisants ou un peu surplombants du type, chaque année, X milliers de tonnes de plastique finissent dans la Méditerranée. Mais notre parti pris, c'est par exemple, dans le cas de la tortue, de suivre la migration d'une tortue entre la France et la Grèce où elle va pour pondre ses œufs, et être avec cette tortue au moment où en chemin, elle rencontre des déchets plastiques, au moment où en chemin, elle échappe de peu à un filet de pêche fantôme, donc un filet abandonné qui est une menace importante pour les tortues. Et l'idée, c'est vraiment que le public puisse sentir dans sa chair, avec le maximum d'empathie, le maximum d'émotion, ce que c'est que d'être une tortue dans l'environnement très perturbé et anthropisé de la Méditerranée au XXIe siècle. Et de manière plus générale, en fait, je pense que dans ce genre, avec ce genre de film, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de jouer sur une corde différente de celle des contenus journalistiques qui vont voilà, mettre en avant les faits et essayer de parler le plus possible à la raison des gens, au cerveau rationnel. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est bien sûr, de passer des informations factuelles, scientifiques intéressantes, mais surtout que les gens créent un lien différent et un autre regard sur ce qui les entoure et le reste du vivant, et créer de l'empathie, en fait, pour les autres êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux. Parce que moi, je suis convaincu que en fait, on protège ce qu'on aime, et qu'il y a un vrai déficit en fait de connaissances et d'amour peut-être de la part des gens pour le vivant, et que c'est comme ça en fait qu'on peut arriver à changer les consciences et peut-être enfin, faciliter en tout cas le passage à l'action des gens une fois qu'ils auront voilà, créé un autre lien avec ce qui les entoure. Et puis j'insiste aussi sur le fait que euh, les, la crise climatique dont Paloma parlait juste avant, une autre facette quand même très importante de cette crise et dont on parle à mon avis insuffisamment, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et en fait, on se rend de plus en plus compte des liens qui existent entre ces 2 crises, donc crise climatique et crise de la biodiversité. Et je pense que c'est une approche importante aussi, hem, que de faire vivre sensiblement aux gens la crise de la biodiversité, et dans laquelle, en fait, le reste du vivant aussi est en prise avec le climat qui se détraque, et le reste du vivant doit aussi arriver à s'adapter et à survivre dans ces conditions dégradées. Oui, donc ton parti pris, c'est effectivement une approche avant tout esthétique, essayer de magnifier le beau. Non, Moi, je dirais pas que c'est esthétique avant tout, je dirais que c'est plus narratif avant tout. Par narratif, j'entends, l'idée c'est de raconter des histoires, et en fait de faire des animaux, des plantes, des vrais personnages qui ont des objectifs, qui poursuivent des quêtes, qui rencontrent des obstacles,
Et en fait, c'est comme ça qu'on raconte des histoires de manière générale, peu importe le format, et que c'est comme ça qu'on développe en fait de l'empathie, que le public développe de l'empathie pour ces personnages, ces héros, entre guillemets. Après, évidemment que l'emballage compte et que les belles images et la musique jouent leur rôle, mais ce qui compte, c'est vraiment le caractère narratif et donc l'émotion qui se dégage de ces histoires. Parce que quand une histoire est bien racontée, c'est à ce moment-là qu'on maximise son potentiel d'émotion. Donc il faut trouver le bon curseur aussi entre ce qui est beau, ce qui est informatif, et ne pas sombrer peut-être dans un discours qui peut être perçu comme trop militant, activiste. C'est ça la difficulté pour toi? Ouais, et puis, enfin, dans le monde des documentaires animaliers qui, sont immensément populaires et contribuent quand même pas mal à façonner le regard que les gens, se font sur la «nature» entre guillemets ou sur le vivant, à l'heure où, voilà, en France, 4/5 des gens habitent, dans une agglomération urbaine. Pendant très longtemps, en fait, ces documentaires, ils ont montré une vision un peu idéalisée du monde, ou en tout cas, sans les humains. Donc on avait l'impression que, voilà, il y avait sur la planète des Éden où il y avait, aucun humain, aucune trace d'activité humaine, aucun bateau, aucun fil électrique, aucune route, ni rien. Et puis après, on a commencé à introduire dans ces films, des voix off qui disaient, «Ah mais quand même ce que vous voyez, attention, c'est en danger, chaque année, je sais pas, la moitié des espèces de poissons sont en voie de disparition ou sont surpêchées», mais ça contribue à mon avis à créer une forte dissonance dans l'esprit des gens entre ce qu'on voit qui est, une nature, intouchée, presque vierge, mythifiée, et puis de l'autre côté, des informations factuelles, très noires finalement. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, et la série que j'ai produite, elle s'inscrit dans cette tendance-là, c'est vraiment de ramener à l'image, de ramener dans le cadre et de ne pas sortir du cadre, hem, l'humain, en fait, qui aujourd'hui est partout, parce qu'il y a pas de nature, vierge, et même depuis des centaines d'années, il y a pas de il y a pas de nature vierge, et de montrer comment les humains et le reste du vivant sont constamment, enchâssés l'un dans l'autre, et essayer finalement de raconter une histoire du vivant qui soit un peu plus proche de la réalité. Oui, effectivement, nous sommes le vivant. On ne devrait pas parler d'environnement parce que l'environnement, par nature, c'est ce qui nous entoure. Et en fait, bah, sans les espèces végétales qui filtrent l'air, par exemple, et qui émettent de l'oxygène, je pense aux plantes avec la photosynthèse, sans les océans qui captent le carbone, sans les animaux qui, en partie, permettent de se nourrir, on ne serait pas grand-chose, nous, les êtres humains. En tout cas, on a besoin d'écosystèmes complets. Même les plus petites bactéries au monde sont indispensables à la vie sur Terre et à la nôtre en particulier. On l'oublie trop souvent. Caroline, tu Ouais, travailles au quotidien avec... juste pour Oui, finir, tu veux il y a en fait, compléter? ouais, juste un petit point, enfin moi enfin la manière de faire ces films-là, moi je m'élève vraiment contre l'impression qu'il puisse, enfin, ou l'idée reçue qu'il puisse y avoir une nature, inviolée, ou en anglais on dit «pristine nature», et ça il y a toute une série de documentaires qui montraient ça, et en fait, non, enfin, les écosystèmes sont en constante évolution, il y a pas de nature figée, et ils sont tous sans aucune sans aucune exception, impactés par les activités humaines, et c'est ça qu'on essaie de montrer. Absolument. Caroline, toi, tu travailles au quotidien avec des professionnels des industries créatives et culturelles, donc entre autres des documentaristes, hein, par exemple. Euh, Est-ce que tu sens monter une forme de mobilisation parmi ce qu'on va appeler les leaders culturels, nous, autour de la transition écologique? Et puis, si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, tu as à nous dire comment est-ce que tu les accompagnes concrètement chez Spark News? Alors, je pense effectivement qu'il y a une vraie évolution qui est en cours. Nous, on a lancé la Fabrique des récits il y a 2 ans maintenant. On sentait que la notion de récit, elle était encore, pas difficile à comprendre parce qu'évidemment le fait que de raconter des histoires, c'est le propre des artistes de l'art et de la culture. Donc tout le monde comprenait cette nécessité de raconter des histoires. Par contre, le pouvoir de ces messages et le fait que ces messages puissent être infusés de des enjeux sociaux, environnementaux et puissent toucher les gens, ça, c'était encore, quelque chose qu'on ne sentait pas forcément il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on parlait beaucoup d'éco-production, comme moi je parlais de récits, on me disait: «Oui, on a arrêté les gobelets
en plastique sur les tournages, etc. Donc on était beaucoup plus axé sur les coproductions. Aujourd'hui, les coproductions devient, notamment dans le secteur audiovisuel, Gilles en parlera mieux que moi, mais je pense que ça devient une norme qui commence à être intégrée un peu partout. Nous, en tout cas, c'est le retour que les sociétés de production audiovisuelle nous font. Et la notion de récit, ça y est, commence à être vraiment prise en considération. Il y a déjà pas mal de choses qui ont évidemment évolué, hein, et bien plus que depuis 2 ans, notamment sur les questions de société, de diversité, de parité. Dans les films, dans les fictions, les choses ont déjà beaucoup évolué à ce niveau-là. Mais on peut évidemment aller plus loin. On peut passer des messages sur les enjeux, notamment environnementaux, mais aussi sur nos modèles de société. En fait, nous, on a organisé la semaine dernière un grand événement dont Cinema for Change a été partenaire, qui s'appelait L'écran d'après, où on a justement réuni les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma pour échanger ensemble sur l'importance de porter ces enjeux au travers des films, des fictions, donc des séries, des films, mais aussi des programmes de flux, donc tout ce qui va être les jeux, les divertissements, etc. Parce que les documentaires font un boulot magnifique, effectivement, pour à la fois, comme disait Gilles, hein, on a eu des documentaires qui nous émerveillaient. Aujourd'hui, on a de plus en plus de documentaires qui nous alertent, donc ils font complètement le job à ce niveau-là. Mais on a besoin aujourd'hui d'aller encore plus loin et que ces sujets soient infusés dans les films et les séries, sans pour autant, et c'est important vraiment de le préciser, que ça touche à la trame narrative et à l'histoire en elle-même. On n'est pas là pour faire des films écolos dans lesquels on va s'ennuyer. On est là pour vraiment garder tout ce qui fait qu'un film a du succès, tout ce qui fait qu'on a envie d'aller au cinéma pour voir ce film. Mais on peut, c'est encore là une question de curseur. Paloma et Gilles parlaient de changer de regard. Ben, c'est exactement ça. C'est quels sont les curseurs finalement qu'on va aller activer dans ces arches narratives pour pouvoir finalement questionner notre modèle de société, notre rapport aux autres, et puis, Gilles le disait aussi, notre rapport au vivant. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de considérer la nature à part du vivant, mais c'est juste de re-questionner le lien que nous, on a à la nature, comment elle se matérialise finalement dans les films, quelle place, quel rôle on donne à cette nature, est-ce qu'elle est toujours domestiquée, est-ce qu'on la voit tout le temps sous la forme d'un gazon ras dans un petit jardin de banlieue, ou est-ce qu'on laisse la nature s'exprimer, est-ce qu'on va porter à l'écran cette interaction de l'homme avec la nature, pardon, dans un monde qui est quand même plutôt dominé par la technologie. Donc c'est des grandes questions qu'on peut transmettre. Voilà, encore une fois, c'est une question de curseur. Et donc pour ça, il faut, on parlait de sensibiliser le monde des médias, et ben il faut faire la même chose finalement avec le secteur culturel et avec les artistes. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est vrai, avec la Fabrique des Récits. On organise des événements, on va leur faire rencontrer des experts, d'autres artistes aussi qui sont là pour partager leur expérience, faire des retours sur ce qu'eux ont appris, et puis aider les créatifs et les artistes à passer eux-mêmes à l'action. On organise donc toutes ces rencontres, on met aussi à disposition du contenu pour venir nourrir à la fois les connaissances et l'inspiration de tous ces artistes. Et puis on a des programmes qui sont un peu plus dédiés pour aller accompagner des artistes sur du long terme. Donc on monte des masterclass, on en a monté une notamment avec l'Office français de la biodiversité et on en monte une prochainement avec l'ADEME. Et donc pendant 9 mois, on accompagne ces artistes pour les sensibiliser sur des thématiques très précises, la biodiversité, la transition écologique, etc. On leur propose des conférences, des rencontres, des visites. Et tout ça, ça leur permet finalement d'être dans une dynamique sur du temps long et d'avoir envie eux-mêmes de se nourrir et de se questionner sur tous ces enjeux. Bon, très bien. Là, déjà, au travers de vos différents témoignages, on voit qu'on commence à être au cœur de notre discussion sur les récits, la question des récits qui est centrale. Aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, quand on pense à notre futur, les films qui nous viennent à l'esprit parlent plutôt d'apocalypse, par exemple, comme Mad Max, Blade Runner, ou alors ce sont des dystopies dans lesquelles les robots ont pris le pouvoir, ou les hommes les plus riches s'échappent de notre planète Terre en perdition pour aller se réfugier dans l'espace. Bref, ça ne donne pas envie de rêver. En tout cas, moi, ça ne me donne pas envie de rêver. Ce sont des récits qu'on peut considérer comme toxiques, même pour nos imaginaires. Il nous manque donc aujourd'hui des récits. Bienvenue à l'image à nouveau, Gilles, ça fait plaisir de te revoir. Et il nous manque aujourd'hui des récits du futur qu'on souhaiterait désirables, dans lesquels on a envie de se projeter, d'agir aussi. La création de ces nouveaux récits est clé pour faire devenir une société plus sobre, plus respectueuse du vivant, mais aussi plus équitable. On parlait de justice sociale à un moment. Paloma, tu disais tout à l'heure co-autrice d'une conférence baptisée Horizon Prospectif, qui est produite par Imagine 2050.
À qui s'adresse cette conférence prospective et quel est son but par rapport au récit? Eh bien, cette conférence prospective, bah, on l'a écrite, et on la met en forme avec Com Girchig et Emma Stocking aussi. Et tout ça a été imaginé par Magali Payen. En fait, en réalité, l'objectif, il est double. Il est à la fois de former les médias, les acteurs culturels face à l'urgence écologique, c'est-à-dire leur donner le bon cadre de pensée pour penser cette question-là. Donc, comme tu le disais plus tôt, bah, de ne pas parler d'environnement, mais parler d'écologie. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment inquiète de voir dans les médias, on ne parle que de climat, on ne parle que de climat et on ne parle jamais d'écologie, alors qu'en fait, l'écologie, ça comprend tout. On ne parle pas de limites planétaires, alors qu'il y a 9 limites planétaires et qu'on en a déjà dépassé 5. Et en fait, c'est important de s'inscrire dans ce cadre de pensée-là aussi pour penser les bonnes solutions et ne pas se tromper sur les chemins à prendre. Et donc en fait, cette conférence, elle est pensée en 2 temps. Il y a une première partie de 30 minutes un peu claque, où on va un peu faire un état des lieux sur où on en est et de quelle manière il faut penser le problème par rapport à des travaux scientifiques, hein, c'est pas nous qui le disons. Et ensuite, les deux autres tiers de cette conférence sont vraiment consacrés en fait au fait d'imaginer l'avenir. Il y a une phrase de Cocteau que j'aime beaucoup qui dit les artistes sont les seuls à se souvenir du futur. Et donc, en fait, à travers la conférence, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé en fait un certain nombre de rapports prospectifs, donc qui imaginent une France en 2050 dans laquelle on aurait réussi à tenir nos objectifs climatiques. Et en fait, il y a plusieurs voies pour le faire. Donc, ces rapports, on a aussi bien pris des rapports de RTE, qui est le réseau d'électricité, que de l'ADEME, que de Négawatt, que du plan de transformation de l'économie française du Chiffre. Et en fait, ces rapports-là, ils ne sont pas du tout connus du grand public. Et la plupart des gens ne les lisent pas, on va être honnête. Et donc, du coup, et puis ils sont longs, et puis ils sont techniques. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé un peu de les mettre en musique pour pouvoir raconter à quoi pourrait ressembler une France neutre en carbone en 2050. Et donc inspirer les artistes, les médias, les acteurs culturels à se saisir en fait de tous ces petits éléments-là pour raconter des histoires. Et comme le disait Caroline plus tôt, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément qu'ils fassent que des récits écologistes, même si moi je pense que des récits écologistes ne sont pas forcément ennuyeux, mais ça peut être aussi simplement de prendre certains des éléments pour s'en inspirer pour leurs histoires. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, comment est-ce que en 2050, mon personnage va se déplacer, ou comment déjà, même aujourd'hui, pour pouvoir justement toucher les imaginaires et créer aussi d'autres imaginaires beaucoup plus sobres et beaucoup plus respectueux du vivant. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, l'imaginaire, par exemple, autour des voitures, autour des grosses voitures, de Batman, de James Bond, qui ont des voitures extraordinaires, ça a aussi créé, ça a aussi inspiré les fabricants de voitures, ça a aussi inspiré les personnes qui les achètent. Et quand on voit par exemple les pubs incessantes sur les SUV, je veux dire, les SUV, c'est le 2e facteur de réchauffement climatique en France. Et à l'échelle du monde, si les conducteurs de SUV étaient un pays, ce serait le 7e pays le plus polluant au monde. Donc il y a un moment, il faut aussi changer nos imaginaires et montrer qu'en fait, voilà, être dans une grosse voiture qui pollue tout seul en ville, c'est pas très cool en fait. Et donc de ringardiser un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont considérées comme cool. Et donc de se dire, bah voilà, comment est-ce que mon personnage peut se déplacer autrement et de montrer en fait aussi aux acteurs culturels l'immense responsabilité qu'ils ont d'une certaine manière, parce que je pense que la plupart des innovations qui ont été pensées jusqu'alors, la façon dont on s'est projeté dans l'avenir, en fait, elle a été énormément influencée par des romans, par des livres. Je veux dire, si Jules Verne n'avait pas imaginé que l'homme irait sur la Lune, peut-être qu'on n'y serait pas allé. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, il faut imaginer autre chose, peut-être un retour à la Terre plutôt que d'aller sur la Lune, et d'aller vraiment à l'encontre des imaginaires dans lesquels on est, qui sont ultra technologiques, très inspirés par aussi cette science-fiction qui nous a promis les voitures volantes, la visioconférence, le transhumanisme, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Et de se réancrer vraiment dans un autre rapport au vivant, en montrant qu'on va, en fait, on va mieux vivre si on le fait, et donc sortir de cet imaginaire un peu catastrophiste, et surtout ouais, de cette idée-là qui est de plus en plus forte en fait aujourd'hui dans notre société. Tu parlais tout à l'heure, Laurent, des imaginaires catastrophistes, mais il y a aussi les imaginaires survivalistes qui sont de plus en plus présents dans les fictions. Et puis survivalistes, de plus en plus, on voit que c'est un peu pour une partie de l'humanité. Donc on a beaucoup de films aussi qui imaginent une sorte d'arche de Noé de l'humanité dans laquelle, en gros, les plus riches et les plus privilégiés s'en sortiront, ou dans lesquels il y a une violence inouïe. Donc je pense à Snowpiercer ou des choses comme ça, ou à Wall-E. Enfin.
Et l'idée, c'est voilà, c'est de se dire, en fait, l'imaginaire, la chose qui nous fait rêver, c'est pas d'aller vivre sur Mars, c'est de faire en sorte que notre planète reste habitable et qu'on soit les plus nombreux et nombreuses possibles à y vivre et à y vivre bien dans un climat démocratique, avec de la justice sociale, en prenant en compte les inégalités, etc. Et donc de pas garantir l'avenir d'une minorité, mais plutôt l'avenir d'une majorité et dans le respect du vivant, quoi. Voilà. Oui, ici, on doit résumer ce que disent la plupart de ces rapports et ce sur quoi ils convergent, c'est que, en gros, c'est pas forcément la technologie qui va nous sauver, quoi qu'en pensent certains, la croissance verte illimitée. C'est plutôt une forme de sobriété globalement dans nos modes de vie qui va permettre probablement de rééquilibrer un certain nombre d'enjeux autour de l'énergie, du climat et de la biodiversité. Et donc, ça veut dire que, à défaut de vendre des gros SUV, demain, il faut rendre sexy le fait de prendre son vélo, par exemple, ou utiliser les mobilités douces pour ceux qui le peuvent. Il faut repenser nos infrastructures, bien évidemment. Et derrière, il y a tout cet enjeu de rendre sexy la sobriété. Gilles, t'en penses quoi, toi? Comment est-ce que tu vois le rôle des leaders culturels par rapport à ces enjeux de société, de mentalité, d'imaginaire? Bah, je rejoins Paloma sur le fait qu'ils ont un rôle, ça c'est évident et que, la littérature, tous les arts en général, façonnent énormément, des futurs choix techniques, économiques ou politiques. Et pour prendre un exemple, enfin sur un projet là, enfin sur le projet que je fais actuellement sur la Méditerranée, on avait à cœur nous de montrer, donc il y a un épisode de la série qui est dédié, en fait à l'apaisement des conflits entre les humains et le reste du vivant. Et là, on s'est intéressé à des initiatives de terrain, donc portées par des scientifiques ou des associations qui essayent concrètement de faire des choses pour éviter ces conflits, ces drames et ces frictions. Et un exemple très concret, en fait, et c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart des collisions entre les bateaux et les baleines, cachalots ou autres rorquals, en fait, pouvaient être évitées si les bateaux ralentissaient de 5 à 10 km/h. Et en fait, ce qui est en train de se faire actuellement en Méditerranée, c'est une cartographie en fait des routes de passage de ces mammifères marins et on croise ça avec les routes de trafic maritime et il y a plein d'assauts aujourd'hui qui militent en fait pour qu'on baisse juste la vitesse de 5 km/h sur ces corridors maritimes et en fait, c'est des choses toutes simples. On n'est pas en train de penser à un monde, où on pourra plus rien faire, où tout sera liberticide et décroissance, amiche et pourtant c'est un monde dans lequel on peut continuer à se déplacer et qui va se montrer beaucoup plus, paisible finalement et respectueux pour d'autres formes de vivant que la nôtre. Et donc c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est des choses, concrètes, positives et qui montrent que parfois il suffit de faire un petit changement ou un petit effort pour avoir un gros impact. Caroline, à la Fabrique des Récits, vous avez récemment organisé un événement avec l'ADEME, justement, sur les scénarios de l'ADEME. Et les scénarios 1 et 2 de l'ADEME sont plutôt dans une forme de sobriété. Euh, Qu'est-ce qui ressort de ça et quel est ton point de vue sur la manière dont on pourrait, avec les leaders culturels, les artistes, les journalistes, les publicitaires aussi, les communicants qui participent de ces messages par lesquels dont on est abreuvé toute la journée, qu'est-ce qui ressort de cet atelier et comment est-ce qu'on pourrait rendre désirable la sobriété? Effectivement, on a fait, un atelier avec l'ADEME, au mois de février qui était super intéressant. On est reparti des 4 scénarios du coup que l'ADEME a publiés l'année dernière et qui sont 4 scénarios de société, neutre en carbone en 2050. Je vous invite à aller, les lire pour ceux qui les connaissent pas, parce que c'est vraiment 4 projections de modèles de société qui sont très différentes. Une qui est vraiment tournée vers la sobriété, l'autre qui est plutôt vers la coopération territoriale, une troisième qui est effectivement qui fait le postulat que la technologie, va tous nous sauver et la dernière qui est un autre pari puisque c'est, on ne change pas grand-chose et puis on espère que tout ira bien et qu'on finira par trouver des solutions. Et on avait demandé aux artistes qui étaient présents ce soir-là, d'aller associer en fait des références culturelles à chacun de ces scénarios. Donc on leur a demandé, bah, voilà, pour le premier scénario qui est, du coup la sobriété, quelle serait, la couleur que vous associeriez, du coup, à ce scénario? Quel type d'architecture, à quel film ça vous fait penser? À quel type de musique? À quel type de design? Et cetera et on a fait ça pour chacun des scénarios et ce qui était, vraiment très intéressant, c'est ce que nous ont, dit, les experts de l'ADEME, en fait, à la fin de cet événement. C'est-à-dire qu'eux, quand ils ont construit leur scénario, ils s'étaient projetés,
sur certaines couleurs, qu'ils ont associé une couleur à chacun des scénarios, à un certain type de design, de graphisme, etc. Et puis, quand ils ont commencé à présenter leurs scénarios, ils ont eu aussi les premières réactions du public qui se projetaient plutôt sur les scénarios 3 et 4, qui étaient les scénarios qui faisaient en fait le pari de la technologie, qui sont peut-être ceux qui font le moins peur parce qu'on se dit finalement on n'a pas trop à changer nos modes de vie, on va tout miser sur la technologie et puis tout ira bien. Et puis à l'inverse, la sobriété faisait plutôt peur. Alors que nous, au niveau des artistes, ça a été tout l'inverse. Et c'est-à-dire que du coup, les scénarios qui étaient les plus enviables étaient ceux qui faisaient plutôt appel à la frugalité, à la sobriété, même s'il y a évidemment certains curseurs qui peuvent faire peur, hein, quand on parle de sobriété contrainte, notamment, c'est voilà, c'est à quel niveau de contrainte on va devoir aller et qu'est-ce qu'on est capable, nous, d'accepter sur ces contraintes. Donc ça faisait partie des questionnements. En tout cas, les artistes, naturellement, allaient plutôt sur ces scénarios-là, alors que les scénarios technologiques étaient tout de suite associés à de la dystopie, aux films de science-fiction, de Matrix, etc. Et donc finalement, cette discussion qui a permis vraiment de croiser les regards, comme on le fait souvent à la Fabrique des récits, entre les artistes et les experts, c'est venu nourrir à la fois les réflexions des artistes sur des projections effectivement de prospective, et celui de l'ADEME en se disant, bah, en fait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'on fasse cet exercice avant de publier nos scénarios? Parce que du coup, on n'aurait peut-être pas associé les mêmes couleurs par rapport à ce que nous disent les artistes. Donc voilà, et donc cet échange très riche est venu nourrir tout le monde. Et c'est intéressant aussi de voir aujourd'hui comment ces institutions qui portent ces enjeux de la transition depuis des années se positionnent aujourd'hui sur cette notion de récit et prennent en compte les artistes et le secteur de la culture pour transmettre leur message. Et ça, c'est aussi une vraie évolution que nous, on voit. On travaille, nous, avec l'UNESCO, avec l'ADEME, avec donc l'Office français de la biodiversité, pour voir comment est-ce qu'on peut finalement transmettre leur message par le prisme de l'art et de la culture et aller toucher encore plus de personnes. Donc tout ça se met en place et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces échanges riches entre le domaine de la science et celui de l'art. On arrive au terme de notre débat, ou presque en tout cas. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite rajouter un petit mot avant qu'on fasse un tour de conclusion avec votre actualité et puis une recommandation? Bah, si je peux dire une chose, c'est juste sur la question des efforts. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à. On a vraiment organisé le débat public de façon très binaire sur ces questions et on a tendance à opposer les tenants d'une écologie du mieux, un peu technologique, etc., aux Amish, à la lampe à huile ou à l'écologie punitive, à dire qu'on va revenir à l'âge de pierre, etc. Et il y a vraiment quelque chose à déconstruire par rapport à ça parce que c'est totalement faux. Déjà, la plupart des Français aujourd'hui, selon les études d'opinion, sont prêts à faire des efforts pour la transition écologique s'ils sont équitablement répartis. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que ces efforts ne sont pas équitablement répartis. Il y a déjà la moitié des Français qui sont, en termes d'émissions de CO2, qui sont au niveau auquel on devrait être en 2030, de façon contrainte, parce que c'est aussi lié à leur mode de vie. Mais je pense qu'il faut bien comprendre aussi que justement, on est dans un système qui marche sur la tête, où finalement c'est une petite minorité qui est privilégiée, qui continue à jouir de ce mode de vie, etc. Mais il y a 20% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Donc il faut aussi remettre ça, je pense, dans les bonnes proportions et se rendre compte que, d'une certaine manière, ce que proposent tous ces scénarios qui nous projettent dans un avenir souhaitable en quelque sorte, eh bien, c'est aussi d'aller mieux, de vivre mieux de façon générale, c'est-à-dire de réduire les problèmes de santé, de s'adapter au dérèglement climatique, d'avoir moins de conséquences du dérèglement climatique, de réduire les inégalités, de créer de l'emploi, d'être dans une société du lien social, du partage, etc. etc. Et c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de raconter ça et de dire non, on n'est pas du tout en train de parler de l'âge de pierre. Et surtout, notre alternative à ça, plus on met du temps à agir, plus ce sera le chaos et plus les conséquences du dérèglement climatique seront impossibles à gérer, en fait. Il y a une phrase du climatologue Robert Vautard qui dit il vaut mieux éviter l'ingérable que gérer l'inévitable. On est face à ce choix-là. Et donc, ça, il faut le marteler, il faut le répéter et surtout ne pas se laisser avoir par ces discours qui ont tendance à vraiment stigmatiser les personnes qui essaient simplement de faire en sorte qu'on agisse, quoi. Gilles, tu voudrais réagir, ajouter un mot encore ou pas sur ce sujet-là des leaders culturels? Non, je Non, préfère c'est rester bon. dire.
C'est très Alors, je bien. propose qu'on entre dans notre tour de conclusion. Ce que je vais vous demander pour ce dernier tour de table, c'est à chacun un mot sur votre actualité. Vous n'en manquez pas. Et puis, je vais vous demander aussi pour notre public, les gens qui nous suivent sur Internet, de leur recommander une œuvre, un film, un livre, un magazine, peut-être un site web, qui me semble important aujourd'hui par rapport au thème qu'on a pu aborder dans cette discussion. Gilles, on commence par toi avec ton actualité. Je pense qu'on peut parler de ce rendez-vous sur France 2. Ouais, j'en ai déjà parlé. Bah, c'est vrai que ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, donc là, le timing est plutôt bon. Donc la série Méditerranée, l'Odyssée pour la vie, dont je vous ai parlé, sort sur France 2 les 12 et 19 avril prochains. Donc ce sera deux soirées prime sur France 2 avec 30 jours de replay à chaque fois derrière. Voilà, donc si ceux qui sont intéressés par voilà, la biodiversité, les thématiques écologiques et la Méditerranée devraient trouver leur bonheur là-dessus. Ouais, est-ce qu'il y a une œuvre que tu souhaites partager, recommander au public, hein? Ouais, en fait, non, c'est pas du tout une œuvre récente, hein, c'est un classique, mais que j'ai lu pour la première fois il y a quelques semaines et que je recommande vraiment, c'est Walden de Thoreau. En fait, j'ai été vraiment, alors c'est vraiment un hyper classique dans la littérature de contemplation de nature, mais je ne l'avais jamais encore lu. Et en fait, je pense que c'est assez indispensable de lire ce genre de livre dans une époque de frénésie, dans une époque où effectivement on a l'impression que la technologie et la technique vont nous fournir toutes les réponses sur voilà, comment vivre dans le futur et comment se placer par rapport à ce qui nous entoure. C'est un éloge de la simplicité, de l'observation, qui donne évidemment envie de quitter les villes et que je trouve assez salutaire par les temps qui courent. Merci. Merci. Caroline, ton actualité pour commencer. Alors nous, notre actualité récente, c'est donc l'écran d'après, qu'on a eu, la joie d'organiser il y a quelque temps et qui va se poursuivre par, des réflexions avec tout le secteur audiovisuel pour créer donc, un guide, justement sur, essayer d'établir une liste de questions pour aider les créateurs et les producteurs à infuser donc les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs récits. Donc, j'encourage, les producteurs et tous les créateurs à aller sur le site, l'écrandaprès.com pour, voir, du coup, déjà pouvoir assister, enfin, voir le replay de cet événement, et puis, profiter des outils qui sont mis à disposition sur ce site. Il y a évidemment le site de la Fabrique des récits qui permet, à chacun de trouver à la fois des articles pour s'inspirer, grandir en connaissance sur tous ces enjeux et puis découvrir aussi des artistes, et des œuvres qui portent ces différents enjeux et à nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on a une actualité toujours, riche et dense et donc, on partage, tous nos événements, et contenus sur nos pages Facebook et Instagram notamment. Alors, une œuvre, justement, un coup de cœur, qu'est-ce que tu as envie de partager avec le public? Alors je dirais plutôt un livre. Nous, on parle beaucoup d'Ecotopia, qui est un livre qui a été écrit dans les années 70, parce qu'en fait, on dit souvent qu'on manque de référentiels de, ce à quoi pourrait ressembler du coup ce monde plus sobre. On en manque pas mal, notamment dans le monde audiovisuel, hein, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup de dystopies et finalement, il y a ce livre qui est paru il y a près de 50 ans, et qui décrit une société qui ressemble beaucoup, à cette société un peu utopique et écologiste qu'on voudrait voir advenir. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qu'il faudrait modifier dans ce livre et ça n'est qu'une projection fictive, mais c'est quand même super intéressant de voir comment déjà il y a 50 ans, on a pu imaginer des choses qui finalement sont toujours d'actualité aujourd'hui et qui mériteraient voilà, qu'on remette le nez dans ces imaginaires et que se demande finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans nos sociétés d'aujourd'hui pour tendre vers cette société-là qui est décrite dans Ecotopia. Paloma, toi, je suppose que l'actualité du moment, ça va être le rapport du groupe 3 du GIEC sur l'atténuation du changement climatique, mais tu as peut-être d'autres actualités à partager avec nous, ce que tu fais sur Blast, par exemple. Bah, là, je vais bientôt sortir un bilan de la grande cause du quinquennat. Et après, bah, tous les vendredis, des reportages, des décryptages, des entretiens pour aussi penser cette question. Je vous conseille notamment l'entretien que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Arthur Keller, qui explique d'ailleurs que le futur sera sombre ou sobre, et qui s'appelle affronter le chaos mode d'emploi, mais qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas trop déprimant, je vous rassure, et qui offre un peu un cadre philosophique aussi pour penser justement cette autre société et la bascule vers cette société. Reportage sur ECOP aussi bientôt. Enfin voilà, tous les vendredis, une vidéo. Donc vous pouvez aller regarder sur la chaîne YouTube de Blast. Et une œuvre que tu as envie de recommander à nos spectateurs.
Eh bien, moi, j'aurais envie, pour représenter aussi un peu Julie Gauthier qui malheureusement n'a pas pu être, avec nous, j'ai envie de recommander, 2 choses. Le livre de Guillaume Néry, donc champion du monde d'apnée qui vient de sortir, qui s'appelle Nature aquatique, qui est vraiment un très, très beau livre, qui nous invite en fait, à l'aune des enseignements de l'apnée à vraiment, repenser notre rapport au vivant, à la fois dans un rapport de sobriété puisqu'il doit faire, le mieux avec le moins, parce qu'une respiration, et aussi dans un rapport d'émerveillement, de ralentir, d'humilité aussi en tant qu'humain face au vivant, face à l'océan. Et c'est vraiment un très beau livre et je vous conseille aussi donc sur la chaîne YouTube de Guillaume Néry ou même en regardant par exemple le clip Running de Beyoncé, de voir toutes les vidéos qu'a réalisé Julie Gauthier avec Guillaume Néry. On le voit plonger dans l'océan et c'est absolument sublime. Pour moi, c'est de la l'ASMR visuel. Et si vous avez des moments où vous êtes un petit peu stressé par l'absurdité de notre monde et que vous n'êtes pas bien, vraiment regardez ces vidéos, ça vous fera du bien. Et en œuvre très grand public, je conseille Captain Fantastic parce que je trouve que c'est une belle fiction justement pour imaginer comment est-ce que on peut vivre en résistance face à notre société consumériste et inventer justement d'autres types de rituels, d'autres façons d'être au monde et que c'est possible. Voilà. Merci à vous trois pour ce moment de partage. On a tenu à peu près les délais qu'on s'était fixés. Merci pour le partage de ces œuvres qui vont en inspirer, je l'espère, plus d'un, plus d'une. Merci pour le partage de votre engagement professionnel aussi à tous les trois. Et puis votre vision du rôle des industries culturelles dans la transition écologique et ces fameux nouveaux récits. Maintenant, je pense que le public a une idée plus précise de ce que revêt cette expression des nouveaux récits. Et pour vous, cher public, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir à la 11e édition du festival Cinéma for Change. Je rappelle, c'est du 5 au 10 avril au cinéma Le Grand Rex et au Pâté Opéra à Paris. Toutes les infos sur le site du festival, cinémaforchange.org. On vous attend nombreux sur place si vous pouvez vous déplacer. Et puis pensez de toute façon à aller au cinéma pour nourrir vos imaginaires avec des films qu'on vous souhaite bien évidemment très inspirant.